Dis-nous en plus sur, dis-nous en plus sur ton expérience en tant que directeur de centre de prévention du suicide et ce que tu as pu observer. Et quand Ouais. tu veux, tu me dis pour passer les diapos. Bah déjà, la première observation, donc moi, ça fait maintenant 16 ans que j'y travaille. Et par rapport à ce qu'on sait de l'épidémiologie du suicide, notamment, on avait fait des constats dans la file active du CPS que ça ne correspondait pas du tout. La première chose à laquelle nous nous sommes attaqués, c'était notamment le fait qu'un tiers des suicides concernent les personnes de plus de 60 ans et qu'on en avait 1% dans la file active du centre. Mais en revanche, ceux avec quoi on a encore du mal et pourtant on y travaille, d'arrache-pied si je puis dire, c'est effectivement le fait que 75% des suicides, des morts par suicide, sont des hommes dans la plupart des pays. Et que même chose, on est, je crois, à une répartition 70-30. 70% des personnes qui viennent consulter au CPS Paris sont des femmes. Je peux déjà dire un mot d'une chose, c'est quelque chose qu'on lit assez souvent, le ratio entre nombre de suicides et tentatives de suicide. Alors déjà, pour vous donner une idée, normalement, je joue à demander aux gens de deviner combien il y a de suicides par an en France, parce que quand on ne le sait pas, c'est assez surprenant. Là, en ce moment, donc on a des chiffres qui datent d'il y a 4 ans, on est à 8200 morts par suicide chaque année. On est parti il y a 25 ans de 12 000 quand même par an, donc on voit que les politiques de prévention portent leurs fruits, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Et une catégorie de population pour laquelle le taux de suicide baisse très peu, c'est les hommes entre 30 et 50. Il n'y a pas de mystère et on va y revenir. Le nombre de tentatives de suicide par an, une année normale, entre guillemets, pardon, en 2017, c'est à peu près 200 000, ce qui est quand même beaucoup. Et effectivement, il y a beaucoup plus de femmes qui font des tentatives de suicide. L'idée étant que justement le moyen utilisé est l'explication majeure de cette différence. Pas du tout l'intentionnalité du geste. Voilà, c'est pas l'intention de mourir qui change. Et ça, c'est un point qui est vraiment important à rappeler, mais bien effectivement le moyen utilisé. Donc, je ne vais pas forcément vous assommer avec des chiffres, hein, mais grosso modo, voilà, pour vous donner une idée, je ne vous assomme pas avec des chiffres, mais j'en ai quand même. Donc, on retrouve 54% de pendaison chez les hommes, strangulation, et surtout 15% d'utilisation d'armes à feu, ce qui est extrêmement rare chez les femmes, notamment pour des questions d'accès et évidemment, on va dire, de désirabilité sociale de l'accès aux moyens. Voilà, c'est de la même manière qu'il y a beaucoup plus de chasseurs que de chasseuses, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont facilement accès à des armes à feu. Et donc voilà, pourquoi les hommes meurent davantage par suicide que les femmes. Alors encore une fois, on peut parler santé mentale au sens large, mais j'insiste sur le suicide parce que c'est quand même un point sur lequel les disparités sont criantes, d'abord. Et puis encore une fois, c'est un exemple assez parlant. Donc, des moyens plus létaux, on va parler ensuite de la consommation de toxiques en général, d'alcool en particulier. Et là, encore une fois, il y a vraiment une désirabilité sociale, quoi. C'est pas si mal vu quand ça va pas, d'aller boire un coup avec des potes, et puis même à la limite de boire des coups tout seul. Et on sait par exemple que c'est pas qu'il n'y ait pas de femmes qui utilisent des toxiques, mais comme c'est socialement beaucoup moins bien vu, on va dire ça comme ça, d'abord c'est plus souvent caché, et puis surtout, ça les amène en général à consulter plus rapidement que les hommes. Donc voilà, ça c'est la slide que Myriam a eu la gentillesse de préparer, je le dis. Donc voilà, les hommes boivent et 73% de décès imputables à l'alcool se droguent aussi, donc 80% des usagers, on va dire répertoriés, mais en fait c'est 80% des usagers de toute façon, sont des hommes bien sûr, avec un taux de mortalité évitable 3,3 plus élevé que celui des femmes, mais on est d'accord que ce taux de mortalité évitable, il concerne aussi bien l'utilisation de toxiques que les accidents de la route, que le suicide. Voilà. Mais ce 3,3, il est quand même majeur. Il dit bien une vraie difficulté en fait des hommes à faire face en fait à ce que sont les problèmes de santé mentale d'une manière générale. Et peut-être si on peut revenir à la slide d'avant, il y a quand même un truc. Je vois la souris. Ça vient, voilà. Hop, Hop, ça c'est nous. Et celle-ci, non, celle juste avant, s'il te plaît. Qui est quand même, je trouve, alors elle est québécoise et je trouve que dans la formulation ça se sent, mais c'est le professeur Jeanne Youl, qui est une amie et qui a fait un travail absolument remarquable sur quelles actions de prévention on pouvait mener
pour aider les hommes, et notamment son laboratoire Vitalité qui sort une boîte à outils, mais avec des vrais outils, c'est-à-dire qu'il y a des cartes en forme d'outils, c'est absolument magique ce truc-là. Mais qui avait fait ce tableau, alors il y a pas mal d'années déjà, hein, mais qui je trouve dit bien, alors ce qu'on va appeler exigence de la psychothérapie traditionnelle, mais c'est ce qu'on peut imaginer en fait d'un suivi et d'un soutien psychologique, et les exigences des normes sociales de la masculinité, et on voit qu'elles s'opposent. Donc la question alors de renoncer au contrôle, encore une fois, hein, vous entendrez peu de psy français le formuler de cette manière-là, mais je trouve que justement il y a une forme de candeur qui n'est pas inintéressante. Une intimité non sexuelle, et ça c'est quand même un point majeur auquel on ne pense pas forcément. Je pense d'ailleurs que vous, en tant que kiné, c'est quand même quelque chose auquel vous êtes confronté quand vous êtes amené à travailler quelqu'un au corps, littéralement. Montrer ses faiblesses, bien sûr. Expérimenter la honte, ce que je trouve là aussi un point auquel on pense peu, mais qui est vraiment important. Être vulnérable, chercher de l'aide, bien sûr. C'est surtout chercher activement de l'aide. Ce n'est pas que les hommes ne cherchent pas d'aide, hein, c'est qu'ils ne sont pas en recherche active d'aide. Et c'est là qu'il y a quand même un truc assez étonnant, pour en avoir discuté avec plusieurs collègues féminines. Hein, c'est ce truc où, avec les messages qu'on fait passer via Movember, il y a quand même un truc où on est en train de dire que là aussi, il faut aller s'occuper des hommes et il faut aller les chercher. Il y a vraiment quelque chose de ce registre-là. Exprimer les émotions, parce que c'est vrai que socialement, le stoïcisme reste une valeur associée au masculin. Être introspectif, bien sûr, qu'on opposerait au fait d'agir. Et ça fait partie justement, malheureusement, des représentations, entre guillemets, positives du suicide du côté du masculin. C'est une manière d'agir pour mettre fin à son problème. Et ça rend très clairement le suicide plus désirable du côté du masculin que du féminin. On peut le dire comme ça. Confronter sa douleur, ça, mais ça va avec ce qu'on disait plus haut, reconnaître ses échecs et admettre son ignorance, là aussi, c'est quelque chose dont on sait qu'on le travaille beaucoup dans le cadre des suivis psychologiques. Mais ça nous oblige beaucoup plus, en fait, le versant masculin, hein, j'insiste là-dessus, à nous mettre dans une position de sachant, ce qui n'est pas toujours évident, à nous mettre dans une position de sachant, dans une position de sûreté et dans une position d'aller vers, et les trois en même temps, c'est franchement difficile. Voilà. Les hommes ne sont pas les patients rêvés, on va le dire comme ça, d'une manière générale. Et puis, si on passe à la slide suivante et qu'on revient, en fait, et encore une fois, le suicide reste vraiment un très bon exemple. Hein. Donc, les problèmes de consommation qui souvent vont masquer, en fait, des affects dépressifs d'abord. Il y a l'idée que la dépression est clairement sous-diagnostiquée chez les hommes, d'une manière générale, notamment parce que, encore une fois, certains comportements viennent la masquer et sont mis en avant comme problématiques. Je pense que c'est le cas, bien sûr, des consommations. J'imagine que Myriam nous parlera tout à l'heure hein, de la question de la violence, mais elle a beaucoup à voir. La difficulté à gérer une séparation amoureuse. Alors là, vous allez me dire, mais en quoi c'est particulièrement masculin? Séparation amoureuse ou veuvage. Voilà. Si vous vous demandez d'ailleurs qui est le plus à risque de suicide, et quand je vous dis le plus, c'est vraiment en termes de taux absolument énorme, c'est un homme de plus de 80 ans qui est veuf. Voilà. L'année qui suit le veuvage pour un homme de plus de 80 ans, c'est une zone à risque, mais c'est presque au-delà du réel en termes de taux. On est proche de 120, là où pour les adolescents, on en entend beaucoup parler et on est à un taux à, je ne veux pas dire de bêtises, mais à peu près 4 pour 100 000. Voilà. Chez les hommes de plus de 80 ans, on est à 120 pour 100 000, c'est absolument énorme. La perte d'emploi aussi, même chose, hein, il y a la question du rôle social attendu de pourvoyeur pour sa famille notamment. Et donc le fait d'être en difficulté financière serait plus difficile à supporter pour les hommes que pour les femmes. Bon, mais ça tient aussi justement, je pense là aussi à la difficulté à demander l'aide appropriée, et ça c'est le point 5. Et puis j'en parlais tout à l'heure, la question des représentations du suicide, où en fait, justement du côté de l'agir, il y a quand même l'idée que un homme qui s'assume, il va mettre fin à ses jours pour mettre fin à tous ses problèmes. C'est absolument terrible, mais c'est vraiment, et c'est un discours qu'on entend. Voilà. Et donc, si on passe ensuite aux slides suivantes, s'il te plaît, Tanguy. Donc, sur cette question, ben ouais, voilà, celle-ci. Je ne sais pas si Myriam, tu veux intervenir là-dessus. Oui. Je continue.
Tu vois, l'idée que, effectivement, donc auto-agressivité, bien entendu, c'est quelque chose qu'on peut entendre derrière la surconsommation de toxiques, en tout cas ce qu'on va appeler l'abus de substances d'une manière générale. Bien entendu, le suicide, ça va avec. On peut aussi parler des comportements à risque, parce que c'est pareil, hein, je ne l'ai pas dit, mais pour vous donner une idée, donc la mortalité routière, c'est, je crois, entre 3000 et 3500 morts par an. Je pense qu'en grande majorité, il s'agit d'hommes. J'ai pas la stat, mais on le sait. Voilà, c'est eux, c'est nous. Hein. Je me désolidarise pas. Moi, je suis motard, hein, donc voilà, je vois à quoi ça ressemble, mais je suis un motard très prudent parce que je suis encore là, je vous rassure. Et donc, voilà, sur la question de l'hétéroagressivité, 96,3% de la population carcérale, c'est absolument énorme. 83% des 2 millions d'auteurs d'infractions pénales traités annuellement par les tribunaux. Donc, voilà, c'est un chiffre qui parle de lui-même. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de commenter. Et ouais. Je pense que ce serait peut-être intéressant de définir auto-agressivité et hétéro-agressivité, parce que je ne sais pas si tout le monde a les définitions. Est-ce que tu pourrais vite fait nous dire qui correspond à quoi plus précisément, etc. En l'occurrence, l'hétéroagressivité, elle s'adresse à un autre, voilà, et je dirais presque quel que soit l'autre. L'auto-agressivité, elle s'adresse à soi, tu vois, une fois que tu as dit ça. Ouais, mais alors. Et donc, je disais, voilà, l'auto-agressivité, c'est la notion derrière, justement, donc je parlais de l'abus toxique, hein, c'est quelque chose où on se fait du mal et on le sait, voilà. Et ça prend pas mal ça peut prendre plein de tournures. Et l'hétéroagressivité, elle correspond plutôt en fait, pratiquement tout ce qui est sur la slide, là, tu vois. Il y a quelque chose où ce que tu brûles, ce que tu détruis, ce que tu dégrades, et particulièrement quand ça appartient à d'autres, parce qu'évidemment, les dégradations de tes propres biens, c'est pas quelque chose qui relève de la justice, a priori. Tu vois, donc voilà, l'hétéroagressivité, clairement, elle a trait aux autres. Et c'est quelque chose où cette confusion-là, nous, je sais qu'on la retrouve beaucoup dans les temps de crise. C'est-à-dire qu'un homme, dans un moment de crise psychique et particulièrement de crise suicidaire, la frontière entre l'auto-agressivité et l'hétéroagressivité est très, très mince. Elle est ténue. Et tu entends souvent des discours par exemple, voilà, je vais tout cramer. Et le je vais tout cramer, il est aussi se cramer soi. Hein. Voilà, mais il y a ce truc-là, et je sais qu'on en parlait, je crois, avec Myriam l'autre jour, hein, l'idée que les infanticides / suicides, c'est quand même majoritairement du côté du masculin. Hors pathologie psychiatrique, en fait, parce que ça se voit aussi, mais hors pathologie psychiatrique, les infanticides, c'est quand même plus le fait d'hommes que de femmes. Ça, c'est la slide suivante, où il y a justement les accidents de la route mortels, donc 84%, ce sont des hommes. On a la stat. Ah bah voilà, tu l'avais la stat, merci beaucoup. Je suis encore sauvé. Donc voilà, 84% des auteurs d'accidents de la route mortels. Enfin voilà, même chose, ça se passe de commentaires. Alors 97% des auteurs de violences sexuelles, et ça, même chose. Avec toujours, voilà, enfin, 99% des viols, etc., etc. Donc, je dis etc., je veux dire, c'est pas, je pense que la slide, vous la voyez, vous pouvez, ça va être diffusé, je pense, après, Tanguy. Ouais. Donc, sur cette question-là, moi, la genèse de la violence, je sais que Myriam, c'est plutôt ton boulot à toi, et je veux surtout pas dire de bêtises, hein, tu vois, donc je vais te laisser le soin d'en parler, mais moi, ma partie à moi, elle est justement comment c'est intriqué en fait dans les questions de santé mentale. Comment justement cette espèce d'enfermement émotionnel qu'on peut constater, l'idée que le stoïcisme est valorisé socialement, l'idée que c'est un aveu de faiblesse que d'avoir besoin de parler à quelqu'un de ce qu'on vit à l'intérieur de soi, est quelque chose qui participe grandement de tout ce qu'on est en train de voir, de tout ce qu'on est en train de lire. Et donc, voilà, je ne spoile pas la fin de la soirée, mais enfin, c'est l'idée que c'est quand même un piège qui se referme complètement sur les hommes eux-mêmes, cette question de la violence. Et je pense que, voilà, du coup, avec ce que je viens de dire, moi, je suis mûr pour passer la parole à Myriam, du coup. Ok. Alors, juste déjà,
Pour faire un point au début, moi je suis sociologue, c'est-à-dire que je lis des articles, des livres d'autres sociologues, et là je vous ai fait un résumé. Ce n'est en rien mon opinion personnelle, c'est quelque chose qu'on m'a reproché d'être peut-être trop féministe et en fait de moi balancer des chiffres qui ne veulent rien dire. Non, les chiffres c'est des stats, c'est des épidémiologistes, c'est pas du tout moi qui les ai faits. Tu veux bien passer la diapo du coup, Tanguy? Alors moi déjà, ah oui, on n'en a pas parlé enfin Vincent n'en a pas parlé. Ah oui, j'ai pas parlé de ce que ça coûte. Eh ben, une blinde, un Oui. pognon de dingue, comme dirait notre président. Non, mais effectivement, et c'est un point qui est vraiment important parce que ça renforce la nécessité d'une prévention efficace. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Voilà, c'est la prévention. Enfin, avec un budget de 95,2 milliards, on fera une prévention de ouf auprès des hommes. On est tous d'accord. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on tient compte plus que ça. C'est pas un chiffre qu'on lit partout, hein, on est tous d'accord. Alors qu'en fait, ce coût est majeur, sachant que 3 milliards sur les 16 milliards de coûts des urgences, c'est quand même loin d'être négligeable. Et on voit bien l'intérêt de programmes comme ceux portés par Movember, hein, qui effectivement servent à ce qu'on prenne conscience du problème et à ce qu'on essaye de s'y adresser d'une manière qui est la plus efficace. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je vais le redire. On sait que les messages de santé publique sont très peu efficaces sur un public masculin, notamment pour le côté injonction. Je pense que voilà, les 5 fruits et légumes par jour, tout le monde le sait maintenant, mais qu'est-ce qu'on déteste l'entendre. Voilà, 5 fruits et légumes par jour. Ça donne à peu près ça. Voilà. Moi, j'ai des collègues qui sont occupés du PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui n'en peuvent plus de se faire foutre d'elle par tous leurs proches. C'est un truc absolument terrible. Et pourtant, le message, il est bon, il est efficace, puisqu'on l'a tous retenu. Mais sur l'aspect santé mentale, en fait, des bons messages à faire passer, ils sont vraiment délicats. Nos amis anglo-saxons sont plus imaginatifs que nous, hein. Il y a notamment l'association Samaritans en Angleterre qui avait fait une campagne absolument géniale. C'était des sous-bocs dans les pubs, en fait, qui demandaient est-ce qu'il y a un de vos potes qui manque autour de la table? S'il n'est pas là, essayez de lui passer un coup de fil. Ce que je trouvais pas mal du tout, parce qu'en fait, c'est bien du côté des pairs, PAIRS, qu'on trouve les relais les plus efficaces. L'idée étant justement qu'il faut quand même une possibilité d'identification du côté du masculin pour que le message passe bien. Voilà. Donc, grosso modo, il ne faut pas Ned Flanders, il faudrait que je sois remplacé par, je sais pas moi, Ryan Reynolds, tu vois, ça aurait plus de gueule. On va l'appeler pour l'année prochaine. Mais il y a cette idée voilà, d'une possibilité d'identification qui permet aussi justement une prise en compte. C'est-à-dire qu'un pote, même de votre club de sport, qui vous dit écoute, ça n'a pas l'air d'aller très bien en ce moment, tu sais, moi j'ai eu un coup de mou, je suis allé voir telle personne, ça m'a vraiment beaucoup aidé, tu peux l'appeler de ma part. Ce sera beaucoup plus efficace qu'un message qui dit vous êtes irritable, peut-être que vous êtes déprimé et ce serait intéressant de consulter. Ça ne marchera jamais. Et ben, je rebondis sur le 95 milliards, ce serait bien de les avoir pour la prévention. Pour vous donner une idée, cette année, on a accordé 500 000 euros aux violences faites aux femmes. Le budget fleur de l'Élysée, c'est 600 000 euros par an. Donc voilà, on pourrait faire des choses avec cet argent, mais on a fait d'autres choix. Alors du coup, slide suivante. À vos claviers, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête quand vous entendez le mot masculinité ou virilité. Et voir un peu les conceptions standards qu'on en a. Si vous voulez bien écrire, sinon ça va être très long. Stéréotype, ouais. Ok. J'attendais plus des mots comme force, merci. Ben, ça va être compliqué de ne pas pleurer. Variable au cours du temps, très bien. Ok. Bon, ben, on va partir de ça. Guerrier. Celle-là, je l'attendais. Merci beaucoup. Alors, bon déjà, cette première slide, si vous n'êtes pas un mâle alpha, apprenez à le devenir. En attendant, faites comme vous si vous l'étiez déjà. Il n'y a pas le numéro de téléphone. Ouais. Et c'est par l'association des dragueurs de Paris en plus, donc il n'y a vraiment rien qui va. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est d'où ça vient et comment ça impacte un peu nos vies. L'autre jour, je prenais un café avec des copines infirmières quand il y a un infirmier qui est venu, je ne le connaissais pas, et j'ai dit tout à un moment. Donc il a râlé, il a dit que c'était l'exclure, parce que j'avais mis un E à tout et que lui, il était un mâle et je devais le compter. Bon, bah, très bien.
En plus, c'était vrai que j'excluais parce que je le connaissais pas. Et plus tard dans la conversation, cette fois, je dis tout le monde. Mais lui, il était persuadé que j'étais la féministe un peu tarée. Et du coup, il m'a fait tout un speech comme quoi c'était lui ne pas le prendre en compte en tant qu'homme, machin. Et je me suis dit, sa virilité, elle est bafouée par un E. Si j'avais vraiment voulu faire la féministe extrémiste, j'aurais fait toute cette intervention au féminin unique, comme certains l'emploient. Mais en fait, c'est super difficile. Dire tout le temps elle à la place de il, mettre des E à la fin. Vraiment, on n'est pas habitué. Et on n'est pas habitué à l'entendre. Et du coup, forcément, on se sent exclu. C'est ce que vivent 50% de la population, dont moi. Et pourtant, je n'y arrive pas. Du coup, un homme, un vrai. Vous me l'avez dit, vous m'avez pas parlé du physique. Si, la barbe, guerrier, donc grand, musclé, mâchoire carrée, sportif, bricoleur, bagarreur. Vous m'avez pas parlé non plus des organes génitaux, mais il y a clairement aussi quelque chose autour. Euh, un homme fort ne pleure pas, donc ça William nous l'a dit. Il ne craque pas, il ne ressent pas d'émotion, comme l'a dit Punch. Et sinon, il y a des insultes. Alors, virilité, ça vient du sanskrit qui signifie héros. Donc un homme déjà doit être un héros. Pas de pression. Déjà, ça m'a posé question. J'ai écrit cet article donc avec les chiffres que Vincent vous a expliqués pour la revue Le Généraliste, et ça a été assez marrant parce que j'ai eu des haters qui m'ont balancé comme contre-argument tous ceux que je voulais voir avec vous ce soir. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui pêche de ce côté-là. Vire, l'homme en latin, eh ben, je pensais aussi, mais en fait ça vient du sanskrit vira, qui signifie héros. Et la définition du Larousse ou du Robert, je ne sais plus, c'est virilité, ce qui est propre à l'homme, ensemble des attributs physiques, sexuels, psychologiques de l'homme. Force, vigueur, puissance et courage. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, le premier truc qu'on m'a dit, c'est que c'était dans nos gènes, en fait, que les hommes, depuis Cro-Magnon, depuis la préhistoire, parce que Cro-Magnon, c'est très, très réducteur déjà, on était supérieurs aux femmes. Donc, déjà, la préhistoire, ça s'étend sur 3 millions d'années. Okay, nous, notre vie, c'est un battement de cils par rapport à l'histoire tout entière et la préhistoire. En plus de ça, diapo suivante, s'il te plaît, on nous a appris plein de choses qui sont en réalité, une petite flèche, s'il te plaît. Oui, gros effets spéciaux pour ce diapo. En fait, il y a plein de documentaires qui sont en train de sortir. Donc, il y a le livre L'homme préhistorique qui est également une femme. Il y a un documentaire Arte qui est très bien, qui s'appelle Lady Sapiens. Il y a aussi la vidéo de Manon Bril dans C'est une autre histoire, qui en parle aussi. En fait, maintenant, on a l'ADN et on se rend compte que ce qui a été dit sur les hommes préhistoriques a été calqué par les clichés des archéologues des années 1850. Par exemple, l'homme de Menton, qui était un riche guerrier, voilà, avec plein d'armes dans sa tombe, tout ça. ADN, et ben maintenant, c'est la dame du cavaillon. Un peu changé. De même, on s'est rendu compte que les femmes ne faisaient pas que de la cueillette, mais qu'elles étaient aussi chasseresses, et que les hommes ne faisaient pas que chasser, qu'ils mordaient aussi les peaux pour les travailler, et qu'ils faisaient des outils. Et les femmes faisaient même des outils d'une extrême précision, puisque je ne sais pas pourquoi en fait. Peut-être qu'elles étaient juste meilleures, je ne sais pas trop. En tout cas, dans les sociétés qu'on appelle traditionnelles, alors je déteste ce mot, c'est très anthropo-occidentaux-centré, mais bon, quand on va voir dans les tribus d'Amazonie, tout ça, les petits chercheurs blancs qui débarquent, on se rend compte qu'il y a aussi une division genrée des rôles. Mais parfois, les hommes font de la couture alors que les femmes vont à la chasse. Donc en fait, il n'y a rien dans nos gènes qui disent que les femmes sont là pour porter les enfants, faire de la couture, pendant que l'homme va chasser. L'homme, merci pour la référence. Donc voilà, il y a plein de cas où c'est arrivé. On a trouvé des tombes avec des attributs guerriers, des choses qui montraient la puissance. Et en fait, c'était des femmes, il y avait des fœtus certaines fois. Et d'autre part, on a trouvé des bijoux sur des hommes. Et dans la majorité des cas, et c'est ce qui est aussi très intéressant dans la dernière thèse que j'ai lue, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Parce que l'ADN est altéré, donc il y a des bijoux, il y a des armes, et on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. En fait, je veux bien que diapo suivante, s'il te plaît.
La dichotomie physique homme-femme, elle est très récente. Donc, comme je vous l'ai dit, la préhistoire, ça a duré très, très, très longtemps. Et en fait, on estime que c'est à partir de la fin du néolithique, c'est-à-dire en moins 3000, à partir de l'âge de fer, de l'âge de bronze, quand les hommes ont eu des outils, qu'ils se sont mis à taper sur les femmes. Et du coup, ça a été des choix politiques de guerriers. Mais avant ça, il n'y avait pas de dichotomie. Donc on est à 4 millions d'années sans dichotomie physique, comme l'Australopithèque Lucie, qui est l'une des plus connues, à 5000 ans de on commence à mal nourrir les femmes et du coup, elles deviennent plus petites, machin. Et on remarque que dans les sociétés occidentales, maintenant on voit bien les femmes qui font des JO au lancer de poids, elles sont tout aussi musclées que les hommes. Au final, l'alimentation joue un gros rôle là-dessus. Et ça a créé des problèmes. Alors là, je divague un peu sur mon autre thèse qui est le racisme. Les femmes sous-alimentées ont un petit bassin. Un petit bassin, ça veut dire plus de mortalité en couche. Et en fait, tout ça, ça a eu de grosses conséquences physiques. Diapo suivante, s'il te plaît. La deuxième chose qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, ça venait du coup de l'Antiquité. L'Antiquité, moi, je veux bien. C'est un peu l'image qu'on en a. Sauf que les Athéna, Artémis étaient des déesses, en plus des déesses vierges qui étaient parmi les plus puissantes. Les Pythie donc, étaient vénérées, et ça c'était de moins 3000 à plus 400, moins 800 ans pardon, à plus 400 ans. Donc au total 1200 ans où des femmes étaient vénérées. La déesse de la Terre, Gaïa, qui a donné le G de géologie, par exemple, ou de géométrie, c'était aussi des femmes. Donc, ce n'était pas une telle dichotomie en Rome antique. En Égypte, les femmes avaient des statuts, elles pouvaient être pharaons, elles pouvaient divorcer. On a même des grands exemples de femmes comme Hypatie, qui était une philosophe, mathématicienne, astronome grecque, qui a dirigé l'école platonicienne d'Alexandrie, mais elle a été assassinée en 415 par un groupe d'hommes qui ne supportaient pas qu'une femme soit au pouvoir. Donc finalement, on voit que ce sont toujours des choix politiques de ne pas laisser les femmes à ces postes de pouvoir. Cela dit, en Grèce antique, il y a le culte de la virilité et du sport. Donc là, déjà, on peut entrevoir pourquoi maintenant un homme courageux doit être un homme musclé, un homme carré. Cela dit, en période antique, l'attribut royal était d'avoir de petits organes génitaux, parce que sinon, ça renvoyait à la lubricité, les Cirtes, les centaures, bref, des gens qui ne se contrôlent pas. Donc ça, j'ai beau chercher, je ne sais pas de quand ça vient. Bon. En plus, il y a eu beaucoup d'armées femmes au cours du temps. Donc les Amazones, ça ne ressemblait pas vraiment à Wonder Woman, mais bon. Il y en a eu en moins 2000, il y en a eu en 513. On a retrouvé des Vikings qui étaient des femmes. D'ailleurs, les Vikings, ils n'ont jamais eu de cornes sur leur casque. C'est un peu n'importe quoi. Voilà, je vous le dis, c'était peut-être le moment de l'apprendre. Et tout ça, maintenant, l'ADN nous le prouve. Et on a aussi des armées de femmes au Bénin qui ont été retrouvées, qui existaient en 1890. Et on a encore en Afrique des sociétés matriarcales pour justement se protéger de la violence des hommes. Donc ça aussi, c'est pas aussi tranché qu'on voudrait l'entendre en homme-femme. J'ai mis une image de Camelot et de la table ronde parce qu'en début d'année, j'ai eu un cours génial sur l'histoire de l'hétérosexualité. Et en fait, l'hétérosexualité, c'est très récent. Et quand je dis récent, je dis 200 ans. C'est-à-dire qu'il y a des traités médicaux qui encourageaient une saine amitié, et c'était vraiment le mot, une saine amitié avec sa compagne pour la reproduction, mais qu'en revanche, pour tout ce qui était sexualité, il valait mieux le faire avec ses collègues parce qu'ils sont moins fourbes, moins bêtes, machin que les femmes. Bon. Et du coup, c'était sur un statut dominant-dominé, qu'on pourrait dire passif-actif aujourd'hui. Donc, ce qui était gênant, c'était d'être un homme d'une position hiérarchique ou d'une position financière, sociale supérieure et d'être pénétré. En revanche, l'inverse était tout aussi... l'inverse était reconnu et même une bonne chose. Jules César a fait partie de ces personnes-là. Il a d'ailleurs été moqué longtemps pour ça. Et en Grèce antique, ça se faisait beaucoup, d'où les histoires un peu pédophiles, un peu... Bon. Pareil en France, quand je vous disais que ça date de 200 ans, le frère de Louis XIV, monsieur le duc d'Orléans, il est connu pour être un grand homosexuel avec ses mignons. Pareil pour Louis XIII, le père de Louis XIV. On peut aussi citer Léonard de Vinci, on peut aussi citer Michel-Ange. Donc en fait, on le savait. Hein, c'est pas récent, ce n'est pas dû à la télévision, parce que c'est ce qu'on peut entendre, par exemple, à Manif pour tous. Non, ça vient pas de là. Diapo suivante. Et oui, et du coup, les chevaliers, c'était des joyeux lions. Le deuxième argument qu'on m'a sorti, c'était la testostérone.
Et la testostérone, ça a l'air d'être un bon argument, on se dit ouais, pourquoi pas. Sauf que, aucune étude n'a rien prouvé. Donc la méta-analyse montrait que dans certains cas, les hommes agressifs avaient des pics de testostérone. D'autres fois, des hommes pouvaient être agressifs sans pic de testostérone. On se dit aussi que chez les personnes transgenres, les hommes trans à qui on donne des hormones, ils ne sont pas plus agressifs, donc il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et chez les primates, les études confirment, cela dit, l'interaction entre testostérone et environnement. Mais chez les chimpanzés, ils ont une testostérone élevée, parce que c'est un peuple, un groupe de primates, où les mâles doivent dominer et où les mâles sont agressifs et où ils se battent. En revanche, chez les bonobos, la testostérone est basse parce qu'ils n'ont pas besoin de se battre pour les histoires de reproduction. Donc là, on se dit qu'il y a peut-être un lien, mais au final, que c'est le comportement et la façon dont la société interagit qui a fait monter ou diminuer le taux de testostérone. Ça dépendrait de l'organisation hiérarchique. Autre slide. Le dernier qu'on m'a sorti, c'est le milieu social. Alors, c'est pas totalement faux, dans le sens où 96% de la population carcérale, non, je crois que c'est 90%, a au maximum un CAP ou un BEP. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont un haut niveau d'études. Mais la raison, elle n'est pas qu'ils sont plus coupables que les autres, c'est surtout qu'ils ont de moins bons avocats. C'est-à-dire que, par exemple, pour les Pandora Papers, on nous parle de 11 300 milliards d'euros détournés, ou nos grands détourneurs de fonds français aussi, qu'on peut voir danser de temps en temps, ils ne sont pas en prison. On peut se penser, oui, on peut également penser que le viol concerne les jeunes de banlieue, la nuit, machin. Non, il y en a dans tous les milieux sociaux, il y en a au grand jour, ça pose de problème à personne. Est-ce que tu es d'accord que je fasse une reformulation et un résumé de ce que tu as dit? Pardon. J'avais pas vu que c'était pas un message pour tout le monde. Oui, on peut faire des résumés. Bref, le milieu social, le viol, les meurtres, le détournement de fonds, ça concerne tous les milieux sociaux, mais ceux qui sont chopés et qui vont en prison, c'est pas les mêmes. Et ça a été montré notamment aux États-Unis, où 80% de la population carcérale est noire, mexicaine, enfin des populations, comment dire, non bien aimées par les juges, alors qu'au final, ils ne représentent que 20% de la population des États-Unis. Donc c'est bien qu'il y a un couac quelque part. D'autant plus, les femmes dans les milieux sociaux défavorisés ne sont pas plus délinquantes que dans les milieux sociaux favorisés. Donc là, pareil, ça ne fonctionne pas. Et j'en profite pour rappeler qu'il y a également des viols dans les facultés de médecine, certainement dans les facultés de kiné. Moi, ça m'avait beaucoup choqué quand j'avais fait cette étude-là dans les facultés de médecine. Mais voilà, en fait, ça n'épargne vraiment personne. Autre diapo, s'il te plaît. Et on arrive du coup sur le vrai problème, l'éducation. Alors là, je vous ai mis un bébé. À votre avis, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? De base. Ah, personne ne répond. Aucune idée. Ouais, c'est un bébé. On est d'accord. On s'en fiche, il est beau. C'est une très bonne réponse, j'aime bien ça. Mais en fait, les études ont été faites sur une photo d'un bébé non genré. Et si on vous disait que c'était une fille, eh ben, les adjectifs, c'était mignonne, elle est douce, elle a des grands yeux comme sa maman. Si c'était un garçon, c'était « Oh, il est courageux, il est éveillé, il est costaud », alors que c'était le même bébé. On se rend compte que vers 1 an, les enfants jouent avec les jouets qui sont destinés à leur genre. Et l'apogée, c'est à 4 ans, quand on leur tend une poupée. Non, la poupée, c'est pour les filles. Les bébés garçons sont poussés à marcher très tôt, alors qu'à l'inverse, on va encourager les filles à l'oralité, à parler. Les enfants, on va leur dire les enfants au masculin, on va leur dire d'être bougons, de courir, alors que les filles, on va leur dire de se calmer, de se mettre à la lecture pour ne pas avoir de cicatrices. On va aussi dire aux garçons, ne pleure pas, t'es pas une fille. Des sortes d'injonctions comme ça, comme si la féminité, c'était au final un peu les mauvais côtés. Et ça, il y a un grand rôle identitaire, par exemple, pour les garçons et pour les jouets genrés, où on pourrait se dire, oui, ben, très bien, pourquoi pas. Mais déjà, donner un AK-47 et une grenade à un enfant pour qu'il joue à la guerre, c'est un peu particulier comme concept, mais ça a aussi un vrai impact, un jeu de cuisine par rapport à un jeu de science. Essayez de regarder les jeux de petits génies, moi j'en voulais trop un quand j'étais petite, mais il n'y avait que des garçons sur les boîtes, du coup, ben, j'ai jamais osé demander.
Tout ça, ça apprend aux hommes à dominer et à prendre le pouvoir. C'est une acculturation à la violence par les biais du jeu. On a des comportements qui sont considérés spécifiquement masculins qui vont être positifs, alors que, par exemple, envoyer du sable dans les yeux de sa collègue ou taper celui qui nous a fait mal, ben, ça n'a rien de positif. Encourager à taper plus fort, c'est pas positif. On va aussi leur apprendre à prendre plus de risques. Justement, c'est ce que je disais, jouer, tomber. C'est aussi pour ça que les enfants, enfin les garçons, ont 70% de plus de risques que les filles de mourir dans un accident, c'est-à-dire tomber d'un arbre, c'est-à-dire, je sais pas moi, sauter du lit et pof, la tête elle craque. Donc voilà, il y a un vrai problème de ce côté-là. Je vous rappelle que la théorie du genre qui a fait un gros tabac il y a quelques années, ça consistait à dire lundi, tout le monde joue à la poupée, mardi, tout le monde joue avec des camions, mercredi, c'est pâte à sel, et vendredi, c'est Lego. Donc voilà, on n'était pas sur des gros trucs, mais déjà ça a fait réagir les gens en disant non, moi je veux que mon garçon il joue avec des camions, s'il joue avec une poupée. On verra ça un peu plus tard. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc dès 6 ans, les filles se pensent moins intelligentes que les garçons alors qu'elles ont de meilleures notes à l'école. On attribue leur réussite à un travail acharné, alors que les garçons, on va dire que c'est normal, ils sont intelligents, ils sont scientifiques, là-dedans ça cogite. Intelligence naturelle par rapport au travail, donc déjà ça apprend les filles à se dévaloriser. De la même façon, on pousse les filles dans les filières littéraires, pas faire de fautes d'orthographe en dictée, être bon dans les langues, alors que les garçons, on va les pousser vers les sciences. Et les profs y participent de façon inconsciente, parce qu'au final, on va attendre d'une fille qu'elle soit bonne en dictée. Moi, j'ai jamais été bonne en dictée, on était bien plus sévère, enfin, pas spécialement avec moi, mais on attendait à ce qu'une fille ne fasse pas de fautes d'orthographe. Or maintenant, le type, c'est que je dis, je m'en fous, je suis médecin. Ça marche super bien. Et ça va même plus loin. Diapo suivante, s'il te plaît. On apprend aux garçons qu'il faut être des bad boys, qu'il faut être rebelle. Et là, ça fait un vrai problème. Donc déjà, parce que niveau sanctions disciplinaires, niveau bazar dans les classes, ben, c'est un problème. Mais déjà, quand vous n'êtes pas le garçon qui correspond à ce stéréotype, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Un ado, ça doit être un rebelle, un dur à cuire. Et sinon, il y a certaines insultes qui vont sortir. Et là, j'aimerais beaucoup que vous me donniez vos insultes préférées concernant les hommes. Quelles sont, enfin, pas les insultes préférées, vos insultes classiques. C'est-à-dire le traité de cucurbitacé, ça ne m'intéresse pas vraiment pour ce type de conférence. Non, personne ne veut me donner ces insultes? Un PD, une tapette. Connard, PD, pédale. Enculé, pédale. J'aime beaucoup. On reste dans un certain thème. Alors déjà, donc le thème d'enculé, pédale, ça revient à rejeter tout ce qui n'est pas cette masculinité comme on l'envisage, cet homme fort, courageux. Alors que déjà, bon, Movember, on parle de prostate, la prostate, ça peut être fort sympathique, et en plus, les gens font bien ce qu'ils veulent. Bâtard, j'aime beaucoup aussi, parce que qu'est-ce qu'on insulte dans le bâtard? Ça ressemble à une autre insulte qui est fils de, c'est qu'au final, on ne t'insulte même pas toi, on insulte le vagin de ta mère. Donc on part dans, voilà, la maman. On part dans des insultes où finalement, soit on remet en question ce qu'est la masculinité, donc tu n'es pas l'homme masculin comme moi je l'entends, soit tu n'es pas, enfin, soit ta mère couchait avec des gens, elle exprimait son droit à faire ce qu'elle veut de son corps, et ça, visiblement, c'est un problème. De même, comme disait Vincent tout à l'heure, on encourage les ados garçons à beaucoup boire, et ça, on l'a tous fait en soirée, hein, sauf que bah, du coup, niveau accident de la route, niveau santé, c'est pas terrible. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors du coup, ta fiole, c'est la même chose que ta pète. Voilà, pour répondre aux questions dans le chat. Du coup, à votre avis, est-ce que le sexisme anti-homme, ça existe? Parce que vu tout ce que je vous ai dit, ça a l'air d'être pas facile du tout d'être un homme. Franchement, ok, non, oui, non, ok, donc on ne sait pas trop. Ça marche. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le sexisme? Le sexisme, ça renvoie à une discrimination. Qu'est-ce qu'une discrimination? Diapo suivante, s'il te plaît. Une discrimination, ça se pose sur un rapport social avec une hiérarchie. Par exemple, si on parle du handicap,
on va partir qu'une personne valide est meilleure qu'une personne non valide. De même, pour le racisme, on va partir d'un certain groupe social qui serait mieux qu'un autre groupe social. Donc, il y a une dimension sociale, politique et économique. Et si on veut aller plus loin, il y a même quasi toujours une composante théologique. Par exemple, pour la grossophobie, ça renvoie à la gourmandise. Bon, le sexisme, Adam et Ève, tout ça, Napoléon, bref. Historique, comme je disais, Napoléon, et social, politique, économique. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. On va essayer avec les hommes. Donc, d'un point de vue social, on a vu les insultes. Les insultes, finalement, on n'insulte pas la personne en tant qu'homme, mais qu'en tant que personne qui ne correspond pas à un homme. De la même façon, les hommes représentent 75% du temps de parole dans les médias, 70% des rôles principaux au cinéma, et je crois que j'ai le reste de la stat, mais dans tous les hommes principaux au cinéma conduisent les voitures à 97%, frappent à 97% aussi, enfin les chiffres sont affolants. Et il y a un site féministe qui donne les films où les femmes parlent, mais elles ne parlent pas d'un homme, les deux ont un prénom, et elles parlent plus de 5 minutes entre elles, sans parler d'un homme. Et en fait, on n'est même pas à 10% des films qui sortent en ce moment. Bon. Merci, le test de Bechdel. Il y a quelqu'un qui est au taquet. Concernant l'histoire politique, les hommes n'ont jamais eu de loi qui vise, par exemple, à contrôler leur corps ou leurs organes. Il n'y a pas de lois qui ont forcé les hommes blancs à rester à la maison, à travailler, mais pas dans certains métiers. Les hommes représentent entre 73 et 90% des élus politiques. La parité au gouvernement, c'est un truc qui a permis de gagner 200 ans sur l'égalité homme-femme. Là, les salaires, donc les femmes, on arrive au passage économique, gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. Mais il faut savoir que là, avec 2014, 2015, 2016, ça allait mieux. Et maintenant, grâce au Covid, ça a carrément reculé. Donc, on est sur des stats où les femmes gagnent encore moins que les hommes, alors qu'on espérait que ça aille un peu avec le temps. Non. 99% des PDG sont des hommes, 39 patrons du CAC 40 sur 40 sont des hommes. Donc, clairement, on ne peut pas vraiment parler de discrimination, parce que politiquement, ça ne fonctionne pas, économiquement, ça ne fonctionne pas, d'un point de vue social, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai essayé de vraiment trouver un terme pour savoir ce que c'était. Et le seul que j'ai trouvé, c'est celui que Vincent m'a spoilé, que c'est un piège. Un piège qui est néfaste au final pour tout le monde et qui se referme lentement sur ceux qui l'ont créé. Diapo suivante, s'il te plaît. En conclusion, je ne suis pas là pour cracher sur les hommes, parce qu'on va souvent dire « pas tous les hommes ». Oui, heureusement que vous ne tuez pas votre femme, c'est sympathique, mais pas besoin de dire merci pour ça. La masculinité, c'est pas forcément comme on l'entend. Enfin, nous, on peut tout jouer. Déjà, vous, quand vous allez, je sais pas moi, perdre à je ne sais quel jeu pourri et traiter votre collègue d'enculé, ben là, ça peut faire ding, ding, ding. Pourquoi je dis ça, en fait ? Pourquoi ? Pareil, quand on va élever nos enfants, si on veut des enfants, là, chacun son choix, on pourrait, moi j'aime beaucoup cette petite BD, apprendre à être un vrai mâle, c'est-à-dire respecter les autres, ne pas les taper, ne pas leur balancer du sable dans les yeux. Et aussi, on pourrait se dire que tout le monde pourrait vivre sa masculinité comme il l'entend, et ne pas être le souffre-douleur parce qu'on n'a pas mué, parce qu'on n'a pas de barbe, parce qu'on n'est pas hyper bon en sport, parce qu'on n'est pas très très bon à l'école dans toutes les matières où les hommes sont bons, parce qu'on est le seul mec dans une classe d'infirmières. On peut aussi encourager les filles à aller plus loin. Donc là, maintenant, il y a de plus en plus de femmes kinés, donc c'est cool, il y a de plus en plus de femmes en médecine, mais la partie professorale, finalement, les femmes représentent encore que 20 à 25% du corps professoral. Donc on n'en est pas tout à fait à une super égalité. Et ça, par contre, on peut tous jouer à notre niveau. Quand on réfléchit à nos insultes, quand on réfléchit à la non-mixité, par exemple, c'était la diapo d'avant où on se disait, mais attends, donc les femmes, entre elles, veulent parler du sujet de violence qu'elles subissent. Est-ce que dans un groupe de pairs de cancer de la prostate, j'aimerais qu'une femme me dise, ta souffrance, c'est de la merde, moi j'ai sorti un bébé de 4 kilos par mon vagin, franchement, t'as rien à dire. Non, ce serait aberrant. Et des fois, ça fonctionne bien, de se dire, changeons l'exemple, est-ce qu'on met homme et est-ce que ça fonctionne ? Ou est-ce qu'on met femme et est-ce que ça fonctionne ? De même, si vous avez fait une blague pourrie, on peut faire des blagues pourries. Tout le monde fait des blagues pourries, qu'elles soient racistes, sexistes, peu importe, on fait des blagues pourries. Quand on nous le fait remarquer, on pourrait juste dire « bah oui, ma blague était nulle ». Et si on commence à se justifier en disant « j'ai une amie femme, j'ai une amie lesbienne, j'ai un ami homo qui trouve ça drôle »,
on peut se dire qu'on ne va pas sur la bonne voie, en fait. Une personne ne représente pas toute une communauté. Voilà, c'était la fin de ma partie. J'ai beaucoup parlé parce que je parle beaucoup, mais si vous avez des questions sur la loi Salic, surtout, je suis au taquet parce que j'ai du coup lu énormément de références pour pas me faire tacler de féministe extrémiste. Merci à tous de m'avoir écouté. Morano et son ami noir, c'est une très très bonne référence. Merci beaucoup. Ouais, très bonne comparaison. Ouais. Donc, si je me permets une reformulation de l'ensemble de ce qui a été dit, Vincent nous a expliqué qu'être un homme, bah, les hommes souffrent majoritairement de problèmes de santé mentale et que ces problèmes de santé mentale sont liés à leur approche des soins qu'on leur propose et surtout de cette manque d'activité à chercher le soin, à chercher l'accompagnement, qui est en lien avec une création d'une masculinité, de certains codes. Et Myriam vient de nous montrer que ces codes ne sont en rien déterminés, innés, mais qu'ils ont été construits et qu'ils ont des impacts négatifs et qui sont perpétués par les hommes eux-mêmes. Est-ce que Vincent, Myriam, sur ces deux aspects qui se rejoignent, vous pensez qu'il y a des choses que nous tous, nous toutes, nous pourrions faire pour que ces codes changent? Est-ce que vous auriez des idées, des ouvertures? Ou est-ce que les personnes qui sont les participants et participantes auraient envie de s'exprimer sur cette dichotomie, sur ces deux parties que Myriam et Vincent viennent de vous présenter? Pour ma part, je trouve que le travail que Myriam a fait sur toutes les ressources qu'il nous a exposées, ainsi que les ressources que Vincent nous a mis avec les données, sont très intéressantes et ça demande beaucoup de temps. Donc, je voulais vous remercier pour cette présentation. Déjà, on a... Ouais. Bah, peut-être, moi, si saluer le travail de Myriam, effectivement, hein, c'est super intéressant. Moi, je n'ai même pas eu l'impression que tu parlais beaucoup. Voilà, tellement j'étais. Et puis, bah, par rapport au résumé que tu faisais, Tanguy, peut-être ajouter quelque chose. On n'insistera jamais assez sur le fait que l'éducation genre, elle concerne les hommes et les femmes, et qu'en fait, les stéréotypes, ils sont portés par les hommes et les femmes. Voilà. C'est quand même un truc où je crois qu'il y a pour qu'on trouve d'autres manières d'être des hommes, il y a aussi la question de trouver d'autres manières d'être des femmes et surtout d'autres manières d'être en relation les uns avec les autres. Et je pense que oui, on fait bouger là aujourd'hui des choses un peu par la force parce qu'effectivement, moi, je ne trouve pas ça radical du tout, ton discours, Myriam. C'est juste la société elle-même qui a tellement de mal à bouger que de temps en temps, il faut pousser fort pour qu'elle bouge d'un millimètre aussi. Mais justement, voilà, moi je trouve que l'approcher par la santé mentale, parce qu'en même temps c'est ma partie, mais c'est aussi la manière que j'ai choisi moi d'essayer de combattre pour une société plus juste, hein. C'est-à-dire qu'il faut choisir ses combats dans la vie, j'ai choisi celui-là, parce que je m'y sens bien, mais en même temps, voilà, c'est quand même un des endroits où les stéréotypes de genre jouent en défaveur des hommes, c'est vrai, et c'est induit aussi bien par les hommes que par les femmes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus effectivement de femmes dans les métiers soignants, ça c'est sûr, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient plus à même de reconnaître la souffrance chez un homme qui ne la dit pas. Notamment parce qu'on a des attendus, en fait. Et aucun d'entre nous ne peut facilement s'extraire de ce que c'est, et c'est juste un boulot, et effectivement, c'est comme, moi je pourrais vous dire, mais non, je ne suis pas raciste, alors qu'en fait, je sais que si. C'est juste que mon boulot au quotidien, c'est d'essayer de l'être le moins possible. De la manière que oui, je suis sexiste, je blague, mais aujourd'hui, c'était le premier jour d'un psychologue que j'ai embauché dans l'équipe. C'est le deuxième salarié masculin du centre. C'est-à-dire que jusque-là, c'était une équipe de femmes avec un directeur. La honte absolue. Tu vois. Mais en même temps, il n'y avait pas de candidate au poste de direction. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, et ça dit bien quelque chose que je trouve marquant. Et donc, même mon équipe, elle s'exclut pas de ça. Et ça a fait partie des choses auxquelles on a beaucoup réfléchi ces derniers temps, ouais, bien entendu. Comme en plus, on accueille des personnes qui vivent des vraies dysphories de genre, forcément, on s'est aussi interrogé sur comment on jouait les choses et, à l'intérieur même de l'équipe. Mais c'est vraiment complexe, on le voit. Hein, il y a des moments où on s'engueule, en fait. Moi, je fais des blagues pourries, je fais OSS 117 en réunion, tu vois. Et je me fais envoyer bouler, mais ça marche aussi. C'est un peu de provoque de temps en temps, ça permet de relancer le débat aussi. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, les stéréotypes de genre sont donc le fait d'hommes, mais aussi le fait de femmes. C'est un peu ce que je disais par rapport au bad boy. C'est que moi, les comédies Exactement. romantiques, je les ai toutes regardées. Et clairement, c'est un homme qui arrive à un moment, qui sauve une femme, qui est forcément la plus belle. C'est jamais l'amie grosse, c'est jamais l'amie noire non plus. Et la femme l'aide à finalement ne pas être un gros con. Ouais.
Et on a été éduqués en se disant, bah, c'est cool, un gars qui nous plaque contre un mur et qui nous force. En fait, non. En fait, non. Le consentement, ça peut être très bien aussi. Et ça peut passer par plein de choses où, bah, on peut pas ne plus regarder la télé, hein. Je les regarde encore, toutes les comédies romantiques de Noël, j'avoue. Mais on peut avoir des petites lumières qui s'allument et où ça fait ding ding, c'est peut-être pas hyper sain ce qui est en train de se passer. Ouf. Est-ce que vous avez l'impression que les études de santé ont évolué dans une meilleure considération de ces stéréotypes dans les prises en charge? Bah, je vais te poser juste une question. Combien tu as eu de cours sur le genre ou sur la race? Voilà. Ouais. Donc bon. Par contre, je suis un peu blasée de ce côté-là, mais j'ai vraiment confiance en la nouvelle génération. J'ai confiance en vous qui êtes là aujourd'hui, qui vous posez des questions. J'ai confiance en certains étudiants qui me disent: «Mais tu trouves pas ce qui se passe un peu, c'est un peu inadmissible quand même?» Mais oui! Et c'est votre rôle de pousser doucement vers la sortie les personnes problématiques. Et à un moment, vous allez devenir une personne problématique, parce qu'on va devenir des vieux cons, forcément. Et ce jour-là, il faudra évoluer, c'est possible. Et si on veut pas, il faudra être gentiment poussé vers la sortie aussi. Ouais, mais gentiment. Oui, gentil. Bah, par exemple, je travaille avec un médecin généraliste qui a une cinquantaine d'années, peut-être 55 ans. Et au début, je lui ai dit, bah, voilà, je veux travailler sur l'enseignement du genre, la transphobie, en fac de médecine, ça va être comme ça. Au début, il était pas très très chaud. L'écriture inclusive, ça le faisait un peu grincer des dents. Et puis maintenant, il est au taquet. Il a lu toute la bibliographie avec nous, il a fait le choix de se former et d'évoluer sur ces sujets-là. Donc c'est Cool. possible. À l'inverse, il y en a un autre qui est très sympa, mais pour qui le seul sujet important, c'est la sécurité sociale. C'est un sujet très important, mais c'est pas le seul. Et ça aussi, donc Vincent disait que tu choisissais tes combats, on peut choisir ses combats, il n'y a pas de souci, parce que sinon on est épuisé et d'un point de vue santé mentale, ça ne fonctionne pas. Mais on ne peut pas dire: «Je choisis de ne pas me former sur le racisme parce que moi je suis pas raciste». Ouais, d'accord, mais non. Ouais, ouais, non, il y a des sujets qui sont transversaux et celui-là, clairement, il l'est, quoi. Oui Ouais. et puis il y a la différence entre, avoir une formation pour sa pratique et se dire qu'on est juste un gars bien qu'on ou une femme bien d'ailleurs, hein et qu'on mérite des pétales de rose juste parce qu'on est soignant et qu'on soigne tout le monde. C'est comme ça qu'au final, les stéréotypes s'ancrent et qu'on perpétue des maltraitances médicales sans même s'en rendre compte. Mmh. Il y a un commentaire, ouais, en gériatrie aussi, ouais. Vas-y, je t'en prie, lis-le. Mais c'est donc la prise en charge en gériatrie, c'est compliqué à déconstruire les préjugés sur la masculinité, autant avec le tuteur qu'avec les patients, quand la communication est possible. Ouais, moi c'est marrant parce que j'avais justement cet exemple-là, j'ai pas pensé à vous le donner tout à l'heure sur les hommes s'occupent mal de leur santé, mais on a aussi du mal à les accompagner là-dessus, notamment sur la rééducation périnéale, qui est quand même un exemple qui m'éclate, moi. C'est-à-dire que oui, c'est tout à fait normal qu'une femme, après un accouchement, elle passe une rééducation périnéale, parce que vous comprenez, blablabla. Blablabla. Et vous, en tant que kiné, je ne sais pas si vous en faites, voilà, la rééducation périnéale, voilà, pour les hommes post-prostate, c'est juste un enfer, quoi. Combien il y en a qui dépassent la première séance, en vrai? En tout cas, moi, mes patients se plaignent, mais ne le font pas, hein. Pas clairement. Donc ouais, et c'est un très bon exemple, je trouve. Parce qu'en plus, justement, ils s'en plaignent parce que ça les oblige à renoncer à une partie des représentations classiques de la masculinité, et notamment celle d'organes génitaux qui fonctionnent correctement, on va dire ça comme ça. Et que pour autant, ils vont pas passer par un traitement qui certes est un peu douloureux, un peu humiliant si on veut, mais qui en même temps leur permettrait de retrouver une sexualité épanouie, quoi. Et encore une fois, on a une conception très différente, quoi. C'est qu'un homme fasse ça, on trouve ça limite mignon, et qu'il laisse tomber le traitement en cours de route, alors que tout le monde attend ça de femmes Et qui, de en la plus, même sont à un façon moment de leur vie où elles ont autre chose à faire. et de la même façon, on peut s'interroger sur la somme mise par l'industrie médicale dans des cachets pour faire bander, Alors, par attends, il y exemple. a un Alors, je suis commentaire pas donc de contre, Florence. Ouais. mais il faut se dire, par exemple, que, les recherches pour l'endométriose n'ont même pas 10 du fric qui sont accordés aux érections. Donc là aussi, c'est qu'il y a un truc, c'est très bien Ouais. d'avoir des érections, je ne suis pas contre les érections.
C'est juste qu'il faut aussi se poser pourquoi c'est tant important dans la construction de la masculinité, cette érection. Alors que là, Movember, prostate, on se dit qu'il y a peut-être d'autres moyens. Tout à fait. Il y avait des questions. En fait, il y a plusieurs commentaires. Alors, il y a une question qui est, est-ce qu'il y a des ressources pour vulgariser ces réflexions sur les préjugés sur la masculinité qui pourraient être partagées avec d'autres étudiants? Là, Myriam, je vais te laisser donner des références. Je vous ferai une petite bibliographie. J'ai plein de livres sympas. J'en ai un sur là, les femmes et les mauvais traitements. Là, j'ai le coût de la virilité. L'autre, c'est sur l'inceste. C'est un autre sujet. Et donc, voilà. Ouais, dis, Tanguy, je te laisse faire. J'allais rebondir donc, sur les remarques qui ont été faites, que Tiffany a fait sur le fait que très peu d'hommes acceptaient d'être pris en charge par des femmes et que très peu d'étudiants kinés voulaient se former en périnéo. Et on a la chance d'avoir donc Florence Atillon, qui est kiné en éducation périnéale et qui nous parle de la très bonne observance des hommes par rapport à cela. On peut soit continuer sur la rééducation périnéale, ou on peut continuer sur les autres questions. J'ai une question d'une personne anonyme qui me disait je veux changer les codes de la masculinité, je fais quoi? Et en fait, il n'avait pas d'idée concrète. Donc, d'accord. Donc, on a ces deux aspects qu'on pourrait mettre en avant. Je vous propose, pour les personnes qui sont intéressées pour parler pelvis périnéo, personnellement, je ne suis pas formé dedans et j'ai peur de parler sans trop connaître, donc je vous recommande de vous rapprocher de Florence. Et Myriam, peut-être que tu peux répondre à la question de Lara sur les ressources en lien avec la masculinité. Oui, je vous ferai une bibliographie, je la donnerai à mettre sur la page de l'événement ou sous la vidéo YouTube. Il n'y a pas de souci. Parfait. Et après, ouais, sur la question, tu vois, de changer les codes de la masculinité, alors petit 1, on l'a dit, il y a du taf. Petit 2, ça nous concerne tous. En fait, alors on pourrait dire que c'est un travail collectif, mais je pense justement que le meilleur moyen d'aborder la question du changement des codes de la masculinité, c'est via le féminisme. Et je pense que, tu vois, le déroulé de Myriam le montre au fond. C'est-à-dire que pour comprendre ce que la masculinité a de toxique, il faut comprendre en quoi elle est oppressante. Oui. Voilà. Je cherchais mon livre, mais je ne le trouve plus parce que je suis en train de déménager, donc j'ai des piles de partout. Il y a un très bon livre qui s'appelle pas le mythe de la virilité, c'est La crise de la masculinité. Voilà. Qui a été écrit par un homme, un sociologue, qui explique que là, ces derniers temps, vous avez peut-être vu des stages de masculinité où les hommes se retrouvent à couper du bois, à pousser des voitures. À quoi ça sert? Et il nous explique que même dans l'Empire romain, les hommes criaient à la crise de la masculinité quand les femmes ont demandé à conduire des chars. Bah oui. Bon. J'ai oublié ce que tu disais parce que je cherchais mon livre, mais les codes de la masculinité. Oui, moi je disais qu'une manière de l'approcher et qui permet à tous de comprendre, c'est de comprendre justement comment elle est oppressante. Et tu parlais du féminisme. Par le féminisme. Ouais. Et moi, donc là, je fais une étude sur comment accueillir une personne victime de violence. Donc toute la revue, toute la brochure est au genre neutre, on utilise le terme de personne, mais on a mis le violentomètre qui a été fait par l'Institut J'ai mangé le nom, je suis fatiguée, j'étais en garde, et en tout cas, dedans, c'est marqué le mot femme. Et là, on a eu un tollé, et les hommes violés et les hommes battus. Oui, c'est un vrai problème. Le fait est que moi, je fais une brochure pour accueillir la crise de la masculinité, Francis Dupuy-Derry. Merci à Arthur qui est au taquet. Le fait est que moi, je fais une brochure pour les violences faites aux femmes qui représentent 99% des violences. D'autant plus que oui, il y a des hommes battus, ces hommes battus sont majoritairement battus par d'autres hommes, et oui, c'est tout à fait, peut-être encore plus difficile de porter plainte, j'en suis tout à fait consciente. Le fait est que c'est maximum 5%. Donc, je ne dis pas qu'ils sont moins importants, je dis que si vous voulez le faire, vous pouvez le faire vous-même. Pourquoi crier aux hommes « attention les hommes » quand il faut justement défendre les femmes? De même que pour, par exemple, le pronom « yel » où on crie aux dyslexiques, il n'y a pas d'AVS pour les étudiants, pourquoi on appelle les dyslexiques qu'à ce moment-là? Il y a des questions où des fois, pareil, les hommes violés, oui, les hommes violés sont également majoritairement violés par des hommes.
Donc, il y avait Titu Lecoq qui avait dit dans une conférence, le problème n'est pas tant que des personnes se fassent violer, le problème est que les hommes violent. Et ça s'explique parce que tout ce que j'ai expliqué, cette construction de dominance, cette construction de l'amour, et le féminisme au final est peut-être, les féministes sont peut-être les seules personnes qui se soucient des hommes violés, et pas juste comme, attention, ils existent aussi, donc on ne s'occupe pas des femmes violées. Voilà, c'est pour noyer le poisson. Il y a une question. Pensez-vous que certaines différences entre les genres, notamment concernant la violence ou le statut social, a une relation avec une certaine domination physique des hommes, plus grands, plus forts, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a dit au début, que ça daterait de l'âge de fer, l'âge de bronze, donc il y a moins 3000 ans, sur toute la période de l'être humain, de l'Australopithèque à moins 4 millions d'années, à aujourd'hui en 2021. Donc on parle de 5000 ans où les femmes ont été empêchées de manger. Même à la cour du roi, donc jusqu'à Louis XIV, les hommes mangeaient en premier et les femmes mangeaient les restes. Donc le peuple, oui, n'avait pas de viande, n'avait rien, ils mangeaient du pain, on est d'accord, mais en plus, les femmes, elles avaient les restes de ce qui avait été mangé. Donc on est sur on crève de faim, on crève de faim. Donc il y a eu une dichotomie physique au final, mais elle n'est en rien innée, cette dichotomie. C'est parce qu'on a été privé de nourriture pendant 5000 ans que maintenant on est plus petite, moins musclée, et encore, ces codes viennent à changer. Même si dans notre façon d'envisager le sport, en général, on met plutôt les filles à la danse qui donnent une sculpture longue et affinée, et on met les hommes au rugby. Mais quand les femmes font du lancer de poids, elles sont tout aussi impressionnantes. Les femmes qui font de l'haltérophilie sont tout aussi impressionnantes. Donc, est-ce que cette différence entre les genres concernant la violence et le statut social, qu'elle soit vraie ou non, qu'il subsiste une idée de domination physique engendrant des abus? Je ne sais pas si je suis claire. Ouais, pas tout à fait. Si j'ai peut-être une reformulation pour ce que dit Victoire, l'idée, ce serait de dire que est-ce que la notion de puissance physique vient, vient permettre cette domination, ou est-ce l'inverse? Est-ce que c'est une domination qui permet de valoriser la puissance physique? Donc, tu as plus ou moins répondu. Victoire, je t'invite à me compléter si ce n'est pas tout à fait ça. Et je pense que ta question, elle est intéressante parce que, comme l'a dit Myriam, il y a certains concepts qui sont valorisés chez les hommes, c'est la puissance, et chez les femmes, c'est plus la notion de fragilité et sensibilité. Et donc, on va inciter plus ces hommes à développer de la force, contrairement aux femmes. Et il y a certains codes qui permettent de les briser. Myriam, je te laisserai me compléter après cet exemple. Je pratique un sport qui s'appelle du BO. Non, vas-y, Victoire, je t'en prie, explique avec le micro. Du coup, ma question, c'était que j'ai bien compris que du coup, les différences physiques seraient dues à l'histoire et à un manque alimentaire du coup des femmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal du coup à faire changer les choses parce que du coup, les hommes ont pris un physique qui est beaucoup plus important que les femmes et que du coup, notamment concernant les violences, je prends mon exemple, dans la rue, quand je vois un homme frapper quelqu'un ou quelque chose, moi, parce que je suis une femme dans le sens où je suis moins forte que lui physiquement, eh ben, je ne vais pas m'interposer dans cette relation de violence, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, cette, on va dire, différence physique fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de contrer cette domination? C'est un peu cette idée-là que j'avais. Et que du coup, les hommes, eux aussi, abusent de leur puissance physique par rapport notamment aux femmes ou même par rapport à d'autres hommes. On le voit bien souvent, c'est un homme de petite taille, pas très musclé, c'est pas celui qui va se battre à chaque soirée, par exemple. Ça va plutôt être ceux qui sont forts, etc. Et que le fait d'avoir ce physique engendre des abus ou pas, quoi. C'est un peu ma question. En fait, tu as tout dit. C'est que les études qui ont été faites sur, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les valises qui restaient coincées dans le métro. Donc un sujet qui n'a rien à voir, hein. Et ça montrait qu'en fait, les gens n'intervenaient pas parce qu'ils ont la flemme. Même s'ils sont musclés, les gens ont la flemme. Donc on laisse quelqu'un galérer avec sa valise, bloquer la porte, on lui crie dessus, mais on n'aide pas. Et au final, c'est même plutôt des femmes qui vont se mettre à aider, alors qu'elles sont moins fortes, de façon stéréotypée, parce qu'on se dit que si cette valise ne sort pas, on va jamais démarrer. Et donc, au final, nous, on ne s'interpose pas parce que, oui, on n'a pas envie de se faire taper dessus, mais les hommes ne s'interposent pas parce qu'eux non plus n'ont pas envie de se faire taper dessus. Et il y a eu récemment une vidéo d'un viol dans un transport en commun avec des gens autour. Donc, il y a une personne qui a filmé. Alors, on lui a dit pourquoi tu as filmé et t'es pas intervenu. Et bien, parce que personne n'est intervenu, en fait. Intervenir à 10, ouais. Intervenir tout seul, non. Donc, filmer, c'était déjà donner une preuve. Donc, oui, tu as raison. Maintenant, clairement, oui, tout le monde abuse de sa force, et ne serait-ce que vous avec vos petits frères et vos petites sœurs. On l'a tous fait à un moment. On est
On est vraiment élevé pour ça, pour ce statut dominant-dominé. Hein, Vincent Non, j'avais une grande sœur, c'est pour ça. Ah, voilà. Et elle m'a défoncé jusqu'à mes 13 ans. Euh, Du coup, j'ai une revanche à prendre. Non, je plaisante. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai aussi que moi, dans la question de victoire, j'entendais quelque chose qui supposerait aussi une solidarité de genre. Elle n'existe pas vraiment du côté du masculin. Voilà. Non, mais c'est un truc où je pense qu'elle est systémique, oui, mais elle est invisible. Et si tu demandes aux hommes, ils ne se sentent pas du tout solidaires d'un mec qui tape sa femme, de base. À part peut-être Éric Zemmour, au passage. Mais sinon, globalement, non. Et de toute façon, socialement, c'est pas acceptable et tout ce que tu veux. Mais du coup, voilà, quand tu vois un homme taper quelqu'un dans la rue, si tu n'interviens pas, c'est pas parce que c'est un homme qui est en train de taper quelqu'un, c'est juste parce que tu n'as pas envie de te prendre un pain, ça c'est possible, effectivement. Après, c'est vrai que au-delà de la force physique, je pense qu'aujourd'hui, justement, l'humanité a raffiné pas mal de choses, y compris les techniques de combat. Moi, j'ai rencontré récemment une asso de femmes qui font des cours de systéma dans le 20e arrondissement de Paris. Je vous encourage, vous pouvez chercher ça. Hein, voilà, c'est des cours faits par des femmes pour des femmes. Ça marche super bien. Mais voilà, je ne suis pas sûr effectivement que la question soit que la force physique elle-même soit l'outil d'oppression ou même la source de l'oppression. Mais en revanche, le modèle social, la désirabilité d'un certain nombre de caractères, oui, la force en fait partie, mais c'est limite pas le seul d'ailleurs. C'est faire vroom vroom avec sa bagnole ou sa moto, hein, le premier. C'est tous ces trucs-là. Voilà, c'est parler, parce que tu donnais l'exemple hein, qu'ils occupent 2/3 du volume sonore dans une salle de classe. Bah ouais, voilà, c'est tout ça. Et ça va bien au-delà de la question de la force physique, en fait. Mais pour revenir, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à la question tout à l'heure, mais alors comment on fait pour changer les codes de la masculinité? Bah justement, en fait, en les interrogeant, mais en les interrogeant à partir presque d'un regard qui vient de l'extérieur. Voilà, d'un truc de... Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Myriam, hein, c'est-à-dire que si on essaye de voir comment on le verrait si on n'était pas de son genre, oui, d'un coup, il y a tellement de trucs cons qu'on fait tous les jours. Bah, on ne va pas arrêter du jour au lendemain, mais en tout cas, oui, moi, je pense que c'est un vrai travail de réflexion sur soi et les choix qu'on fait au quotidien, qui peut faire bouger les choses, d'abord pour soi et ensuite pour les autres, tout doucement. Et ça rejoint la question, donc moi ma spécialité de base c'est surtout le racisme, où quand je parle des coloniales, machin, on me dit oui mais on va pas culpabiliser. Mais en fait c'est pas du tout ce qu'on vous demande, on n'était pas nés nous. Nous ce qu'on vous demande c'est de se dire aujourd'hui, voilà, Myriam Dergam va visiter un appartement avec sa petite tête de femme arabe et on lui dit non je vous le fais pas visiter sauf si j'ai un mot de la banque. Pourquoi? Alors que moi j'ai mon gros argument, je suis médecin ta gueule, ça généralement ça calme, mais pas tout le monde n'a cet argument-là. Donc c'est de la même façon qu'on va serrer notre sac dans le métro à côté d'une personne noire ou d'une personne qu'on attribue à un pays de l'Est, c'est un réflexe qu'on a ancré. Et pourquoi en fait je le serre pas alors que c'est un gros beau gosse à côté de moi et qu'en fait si ça se trouve ce gros beau gosse c'est un gros voleur ou violeur, ça fonctionne aussi. Notamment, ben, tu citais, je sais plus qui tu citais, Vincent, si, Zemmour, mais là il y a aussi l'affaire PPDA en ce moment où il y a une dizaine de femmes qui portent des accusations et là tout ce qu'on trouve à dire c'est il y a 10 femmes qui mentent. 10 femmes qui se sont faites virer, qui n'ont plus de travail parce qu'elles l'ont accusé, franchement, on mentirait sur autre chose. Et d'ailleurs, à propos de... Oui, Harry Habitant a dit, ça marche aussi. À propos des fausses déclarations de vol, on estime, de viol, pardon, qu'elles sont environ à 2%, et c'est les mêmes fausses déclarations que pour les vols, que pour les fraudes fiscales. Donc au final, c'est 2% des Français qui mentent quand ils vont porter plainte. Donc c'est pas différent. Donc est-ce que pour 2% des gens, il ne faut pas croire 98% des personnes? J'en suis pas sûre. Et je voulais revenir à ce que disait Tanguy sur le Béour, parce que je sais pas trop ce que tu voulais dire, mais je sens que ton exemple va être intéressant. C'était sur l'aspect de la force physique et de la construction sociale. On valorise énormément la force chez les hommes et je pratique un sport qui s'appelle le Béour. Le principe, c'est que vous prenez des personnes, vous les mettez en armure et ils se tapent dessus. Un truc qui est bien avec l'armure, c'est qu'on ne peut pas sexualiser, parce que sexualiser un bout d'acier, c'est pas commun, mais ça peut, mais c'est pas commun. Et surtout, en fait, tout le monde a des casques, donc on ne sait pas qui est sous l'armure. Et ce week-end, j'ai fait un entraînement donc, avec l'équipe féminine de Bretagne, parce que je suis avec l'équipe masculine. Il y a souvent des rassemblements. Et on a des entraînements communs et on se tape tous dessus sans réfléchir qui est qui. Et c'est très bien parce que ça casse beaucoup de codes.
On a des femmes qui développent des critères qu'on dirait virils, et ça fait du bien de voir des femmes. Pour le coup, je me suis fait soulever plusieurs fois, j'ai appris à voler, c'était très intéressant. Et elles ont un sentiment d'épanouissement, elles nous disent ça fait du bien, comme moi, ça m'a fait du bien. Et c'est un univers que j'aime beaucoup parce que justement, on met tous les côtés de hommes, femmes ou personnes, on met tout ça de côté, c'est juste un mec ou une personne en armure qui va à la confrontation dans un espace où tout le monde est d'accord. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que ça permet de questionner beaucoup de représentations. J'ai une image d'un entraînement, d'un tournoi où en fait il y avait une petite fille, un petit garçon qui disait waouh, c'est trop bien, c'est trop stylé. La petite fille disait mais je peux pas, c'est que des garçons. Et une des femmes de mon club a retiré son casque. Et en fait, la petite fille a vu comment elle aussi, elle pouvait prendre une armure et distribuer des nions. J'ai vu qu'il y avait des questions qui sont apparues. Je pense qu'on va encore en prendre une ou deux avant de mettre fin à ce webinaire, si vous êtes d'accord. Oui, je voulais juste rebondir sur un truc. Donc, au niveau insulte, vous m'avez dit du coup les mamans et l'orientation sexuelle, mais personne n'a parlé de l'insulte la plus commune. T'es une fillette. T'es pas. Enfin, traiter les gens de femmes, c'est une insulte. Déjà là, il faut se poser les bonnes questions. Et en parlant de construction sociale, nous dit Baptiste, il y a plusieurs paradoxes qui ont été mis en avant dernièrement, comme la couleur associée à un genre ou la longueur des cheveux. Et autant la longueur des cheveux, je vois, autant la couleur associée à un genre, je vois pas trop de quoi tu parles. Est-ce que tu peux prendre la parole, Si Baptiste? tu veux, je peux prendre la parole à l'oral. C'est juste qu'on a pu le voir au travers de l'histoire. Avant, le rose, que ce soit en Grèce ou dans l'Empire romain, le rose n'existait tout simplement pas en termes de couleur. On disait que c'était une sous-couleur du rouge, comme le pourpre. Et du coup, c'était associé à l'homme, puisque c'était le rouge pour les hommes, et du coup, une couleur qui inspirait le courage, la force, etc. Et le bleu, ça vient Seulement dans les années 1900, on l'a associé aux femmes, en disant que c'était pour elles, alors qu'on a... Tu spoil. Le bleu, est-ce que tu sais d'où ça vient? Oui, le bleu, c'est pour la Vierge. Et ouais, le bleu, c'est pour la Vierge Marie. Et en fait, le rose, pourquoi maintenant c'est féminin? C'est parce que c'est Grace Kelly qui adorait cette couleur et qui habillait Charlotte de Monaco en rose. Ouais. Donc si forcément elle a fait ça, bah, le rose. Mais génial, merci beaucoup pour ton exemple. Et du coup, je te laisse finir. Du coup, si je spoil, je vais peut-être non, c'est bon, revenir dessus plus tard. Ah. Mais d'autres exemples qu'on a, c'est une grosse peinture de Henri IV qui est en armure totalement rose, ou même Louis XIV avec ses talons rouges. Du coup, littéralement, en fait, on a eu une inversion de couleur sur le dernier siècle qui, finalement, en fait, montrait que la normalisation, elle évolue totalement. Et enfin, finalement, on s'en fout un petit peu de la couleur puisque ça évolue totalement et ça n'a aucune base et ça n'a aucune logique réelle derrière puisqu'on le change tout le temps. Pareil, pour les enfants, alors je crois que c'était 17e ou 18e siècle, je ne suis pas sûr exactement de la date, mais tous les enfants étaient habillés en robe et en robe blanche. Et à la fin de ce siècle-là, donc soit le 17, soit le 18e, on a dit non, déjà les robes, ça va être pour les filles, les garçons, ils vont se mettre à porter autre chose, et les filles devront porter du rose, les garçons du bleu, alors qu'avant c'était totalement l'inverse. Et du coup, ça c'est des paradoxes qu'on a pu avoir totalement associés aux genres qui sont illogiques finalement. Et la longueur des cheveux, c'était pareil en Grèce antique. Plus on avait des cheveux longs, plus on était vu comme quelqu'un. J'ai plus le terme exact. Ça allait avec la virilité, mais j'ai plus le terme exact. Comme Louis XIV, hein, ses perruques frisées. Ouais. Mais plus on avait les cheveux longs, plus c'était bien vu. Pareil pour Louis XIV et ses grandes perruques. Et on a eu une inversion plus tard au niveau de la société. On a aussi le mythe... Oh, j'ai oublié son nom, lui aussi. Jason. Pardon? C'était Jason, non, qui avait... Et sa toison d'or. Voilà. La toison d'or, mais c'était Jason qui avait sa force résidait dans ses cheveux, non? Ses cheveux résident, oui, exactement, c'est Jason. C'est Samson, je crois. Il est roi chevelu. Samson, voilà. Voilà, Dalila qui lui avait coupé les cheveux, et Jason, c'est les Argonautes, et la toison d'or, mais qui n'était pas ses cheveux. Ouais, mais en gros, toute sa puissance venait de ses cheveux, et on avait toute une socialisation jusqu'à
après Ouais. fin 17e, fin 18e, qui disait que plus on avait les cheveux longs, plus on était quelqu'un de viril et fort. Et ça, on l'a totalement inversé sur nos dernières années. Ouais, Et ou riche aussi, parce que c'était un symbole de puissance, parce qu'il fallait Oui, entretenir des cheveux longs en plus. oui, c'est vrai. Et En dans mon plus. cours sur l'hétérosexualité, on m'a appris qu'on avait autorisé les femmes à aller à l'école et aller en pensionnat parce qu'ils avaient remarqué que les hommes en pensionnat, eh ben, ils faisaient que baiser entre eux. Et du coup, comme c'était l'époque où il y avait un peu Jésus qui a commencé à vraiment se mettre un peu de partout, ils se sont dit, on va mettre deux, trois nanas là-dedans, puis on va voir ce que ça donne. Et en vrai, c'est une histoire passionnante. Et merci beaucoup de nous avoir donné tous ces exemples. C'était top. Bien. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je pense Il y a que... une remarque, j'ai pas cité le 3114, parce que j'ai parlé prévention du suicide sans citer le 3114 depuis le 1er octobre. Il y a un numéro national de prévention du suicide que vous pouvez appeler avec des professionnels géniaux au bout du fil. Il y a plusieurs centres en France, mais c'est un numéro unique, H24, 7 jours sur 7. Vous pouvez, vous, en tant que professionnel, appeler pour avoir de l'aide pour orienter. Les proches peuvent appeler, les personnes peuvent appeler, on ne le dira jamais assez. Vous pouvez aussi commander pour vos cabinets, par exemple, des affiches, etc., au 3114.fr. Voilà, c'est une super équipe, ils ont fait un super boulot. Et merci encore beaucoup à la FNEC d'avoir organisé ça. Parce que, mine de rien, c'est pas un sujet qui est souvent abordé. Oui, désolé, c'est mon diapo de base et je changeais les diapos. Ça, c'est pour me contacter et pour me la péter avec mes 15 000 diplômes en même temps. Mais surtout, c'est des sujets qui sont pas faciles à aborder. Et la FNEC est très engagée dans tout ce qui est discrimination, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'étudiants en santé. Donc, merci à vous pour ça. Merci à Vincent pour ton travail au niveau de la santé des hommes. Et j'espère bientôt te retrouver pour parler de sujets aussi déprimants, mais tout aussi intéressants. Voilà, c'est ça. Non, on induit du changement social. Allez, vas-y, c'est parti. C'est vrai. Mais merci beaucoup ouais, à toi, à Tanguy et à la FNEC, effectivement, pour l'organisation. C'était super. Et puis aux échanges, hein. Merci de votre participation. C'était super. Eh bien, je pense qu'on peut se dire tous et toutes au revoir et bonne soirée.